Dans la salle des fêtes de la paroisse, mon beau-fils s'est levé, le visage cramoisi, et a hurlé, « Il a gâché ma vie !» Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement fait glisser une chemise cartonnée beige sur la table pliante. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Je m'appelle Alain Mercier, j'ai 57 ans, je suis né et j'ai grandi dans la banlieue ouvrière de Lille. J'ai transporté du fret sur les routes de France presque toute ma vie d'adulte, des trajets de nuit, des départs à l'aube, le genre de travail où vos mains restent sèches et crevassées, peu importe la quantité de crème que vous utilisez. Je ne suis pas du genre tape à accent grave l'œil. Je ne l'ai jamais été. J'aime mon café noir, mon camion propre et mes factures payées à l'heure. Je suis le type qui débarque quand la chaudière lâche ou quand quelqu'un a besoin d'être récupéré à 2 heures du matin. Et pendant longtemps, cela suffisait. La salle des fêtes sentait le café réchauffé et la galette des rois. Il y avait des assiettes en carton et des couverts en plastique. Le gamin de quelqu'un avait renversé du jus de fruits près du porte-manteau. Je pouvais entendre le doux ronronnement des vieux ventilateurs au plafond, même si nous étions en janvier et qu'il gelait dehors. L'hiver dans le Nord a cette façon de s'insinuer jusqu'aux os, ce genre de froid qui vous fait sentir plus vieux que vous ne l'êtes. Maxime, mon beau-fils, se tenait à environ 3 mètres de moi, les épaules carrées comme s'il cherchait la bagarre. 26 ans, mince, bien coiffé, de belles dents, le genre de gamin à qui on a répété toute sa vie qu'il avait du potentiel, et qui utilisait ce mot comme s'il permettait de payer le loyer. « Tu n'as pas le droit de jouer à la victime », a-t-il dit assez fort pour que toute la salle l'entende. « Tu as tout pris. Ma voiture, mon téléphone, mon appartement. »« Je n'ai rien pris », ai-je dit calmement. Ma voix m'a surpris moi-même. Elle ne tremblait pas. Elle n'était pas en colère. Elle était juste posée. J'ai arrêté de payer pour des choses qui n'ont jamais été à moi. Maxime a regardé Chantal, ma femme, comme un enfant cherchant un arbitre. Chantal se tenait près du percolateur, ses mains serrées autour d'un gobelet en polystyrène comme si c'était la seule chose solide au monde. Elle n'a pas dit un mot. Elle faisait beaucoup ça ces derniers temps. Ce jour-là dans la salle n'était pas le début de mon histoire. C'était la fin d'une longue route silencieuse. Mais si vous voulez comprendre pourquoi une salle remplie de gens d'église s'est tue devant une chemise cartonnée, il faut revenir avec moi à la table de restaurant où j'ai appris ce que valait mon silence. C'était un vendredi soir, le genre de soir où la ville semble à moitié endormie mais où les routes sont encore chargées. Je venais de finir une tournée et Chantal m'avait envoyé un SMS, Buffalo Grill. 18h30 Maxime vient. S'il te plaît, ne commence pas, cette phrase, s'il te plaît, ne commence pas, m'avait déjà noué l'estomac parce que je n'avais rien commencé depuis des années. J'avais avalé des couleuvres. C'est ce que je faisais. Le restaurant se trouvait dans une zone commerciale qui ressemblait à toutes les autres zones commerciales de France, grand parking, enseignes lumineuses, odeur de friture dérivant dans l'air froid à chaque ouverture de porte. Le vent était mauvais, coupant en travers du parking. Je pouvais le sentir se glisser sous mon col en entrant. À l'intérieur, il faisait chaud et bruyant. De la musique country, des serveurs zigzagant entre les tables, des gens qui riaient, le genre d'endroit où l'on est censé se détendre. Chantal était déjà là dans sa polaire grise, les cheveux tirés en arrière, des rides de fatigue autour des yeux que je trouvais douces autrefois. Maxime était assis en face d'elle dans un sweat à capuche neuf, basket de marque, tapotant sur son téléphone comme si le monde était en retard à cause de lui. Il a à peine levé les yeux quand je me suis glissé sur la banquette. « Salut », ai-je dit. « Salut », a répondu Chantal rapidement, comme si elle cochait une case. Maxime n'a rien dit. Il a juste eu un petit sourire en coin et a continué à faire défiler son écran. Un serveur nous a apporté les menus. Je n'en avais pas besoin. Je prenais toujours la même chose, pavé de rumsteak, pommes au four, salade. Chantal aimait les ribs. Maxime a commandé quelque chose avec un supplément bacon comme s'il en était fier. Au début, c'était des banalités. Chantal a posé des questions sur mon trajet. J'ai dit que les routes étaient glissantes près d'Arras. Maxime a parlé d'une opportunité qu'il avait avec un ami, un truc en ligne, un truc énorme. Puis Chantal a demandé doucement, « Tu as eu des nouvelles de ton père cette semaine ?» C'est là que Maxime s'est adossé à la banquette comme s'il attendait ça. « Ouais », a-t-il dit assez fort pour que la table voisine puisse probablement entendre. « Papa va super bien.
Il vient de prendre un nouvel appart. Un bel endroit. Et il a une nouvelle femme. Il m'a jeté un coup d'œil avec ce regard qui disait qu'il était sur le point de dire quelque chose qu'il gardait en réserve. Les yeux de Chantal ont brièvement croisé les miens, puis ont plongé vers son verre d'eau. Maxime s'est penché en avant. « Tu veux savoir ce que papa a dit ?» Il a dit qu'il n'arrivait pas à croire que maman se soit contentée de si peu. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Pas exactement de la rage, plutôt de l'humiliation, comme si quelqu'un m'avait versé du soda tiède le long de la colonne vertébrale. Chantal a chuchoté, « Maxime. » Il l'a repoussé d'un geste. « Non, je suis sérieux. » Maman agit comme si on était une petite famille heureuse, mais franchement. Il m'a regardé droit dans les yeux et l'a dit aussi nettement qu'une gifle, « T'es un minable », mais mon père, lui, ne l'est pas. Le mot « minable » est resté suspendu dans l'air. Pendant une seconde, tout ce que je pouvais entendre était une fourchette raclant une assiette quelque part derrière moi. Le tintement des glaçons dans le verre de quelqu'un. La vie qui continuait. J'ai regardé Chantal. J'ai attendu. Elle n'a même pas levé les yeux. Elle fixait son verre d'eau comme s'il contenait des instructions sur la marche à suivre. Ce silence, le sien, m'a frappé plus fort que les mots de Maxime. J'aurais pu craquer à ce moment-là. J'aurais pu me lever et partir. J'aurais pu dire quelque chose de blessant. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais passé des années à être l'homme qui gardait les choses calmes. L'homme qui absorbait les coups pour que tout le monde puisse continuer à sourire. Alors j'ai fait ce que je faisais toujours. Je suis resté silencieux. J'ai pris mon menu comme si j'en avais besoin. J'ai respiré par le nez. Je me suis dit, ne fais pas de scène. Ne leur donne pas une raison de te peindre comme le méchant. Maxime a souri comme s'il avait gagné. Chantal a finalement murmuré, mangeons, c'est tout, et j'ai hoché la tête comme si je ne venais pas d'être éviscéré dans une banquette sous des néons. Mais à l'intérieur, quelque chose a bougé. Pas de façon dramatique comme dans un film, plutôt comme un boulon qui se dessert. Quelque chose qui tenait tout ensemble commençait doucement à lâcher. Quand nous sommes partis, le vent nous a giflé à nouveau sur le parking. Chantal marchait devant, les bras croisés serrés. Maxime a déverrouillé sa voiture, une berline récente avec des jantes brillantes qu'il traitait comme un trophée. La même voiture pour laquelle j'avais signé parce que son dossier de crédit était pourri. La même voiture que j'assurais. La même voiture que je l'avais vu conduire comme s'il se fichait qu'elle vive ou meure. Il ne m'a même pas dit bonsoir. Il est juste monté et a démarré en trombe comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Chantal est montée dans ma voiture. Mon vieux Renault Espace était propre, pas luxueux, mais solide. Je le gardais comme ça. L'habitacle sentait le café et une légère pointe d'huile moteur. Ma vie en deux odeurs. Nous avons roulé en silence pendant quelques kilomètres. Le chauffage soufflait de l'air chaud sur mes mains posées sur le volant. Finalement, Chantal a dit, il a traversé beaucoup d'épreuves. J'ai laissé échapper un soupir. Moi aussi. Elle n'a pas répondu. À un feu rouge, je l'ai regardé. Tu penses que c'était correct? Ce qu'il a dit? Elle regardait droit devant, la mâchoire serrée. Alain, s'il te plaît. Je suis fatigué. Je ne veux pas me disputer. C'était son don. Le silence. Toujours le silence quand ça comptait. Je me suis retourné vers la route. Le feu a changé. Nous avons continué. Quand nous sommes rentrés, je suis allé dans la cuisine et j'ai fixé la petite pile de courrier sur le comptoir. Facture d'électricité, bon de réduction au champ, une offre de carte de crédit, la vie normale. Rien dans cette pile ne ressemblait à une trahison, mais c'est pourtant ce que je ressentais. Chantal est allée dans la chambre sans un autre mot. La porte a cliqué doucement derrière elle. Je suis resté là, seul dans la cuisine avec le bourdonnement du réfrigérateur et le léger bruit de la télé dans le salon. Un présentateur météo parlait de ressenti thermique. Le son était régulier, presque apaisant. Et dans ce son régulier, j'ai enfin admis quelque chose que j'évitais depuis des années. Je n'étais pas seulement manqué de respect. J'étais utilisé. Parce que Maxime ne m'avait pas traité de minable par hasard. Il m'avait appelé comme ça parce qu'il savait que j'encaisserais. Parce qu'il savait que je paierais toujours pour ce qui rendait sa vie confortable.
parce qu'il avait vu sa mère regarder ailleurs à chaque fois qu'il franchissait une limite. Et il avait appris qu'il n'y avait pas de conséquences. Pas de vraies conséquences. Cette nuit-là, après que Chantal se soit endormie, j'ai ouvert le tiroir du petit bureau dans le couloir. Le tiroir des papiers importants. Je n'y avais pas touché depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété, les cartes vertes d'assurance, des reçus que je ne pouvais pas jeter parce qu'une partie de moi croyait encore que quelqu'un pourrait un jour dire « Waouh, Alain, tu as vraiment fait beaucoup ». J'ai sorti le dossier de la voiture de Maxime, mon nom sur les papiers, ma signature sur le crédit, ma responsabilité. Je me suis assis à la table de la cuisine avec ce dossier et la maison silencieuse autour de moi. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient stables. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme un minable. Je me sentais comme un homme qui en avait fini. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Ce n'était pas inhabituel. Je faisais des tournées de nuit depuis si longtemps que mon horloge biologique ne faisait pas confiance au sommeil. Mais cette fois, je ne me suis pas retourné pour vérifier mon téléphone à la recherche d'appels manqués ou de messages de Maxime. Je suis juste resté allongé et j'ai écouté la maison. La chaudière s'est mise en route avec un sourd gémissement. Quelque part dans la rue, une camionnette a démarré et s'est éloignée dans un cliquetis. La respiration de Chantal était régulière à côté de moi, tournée vers le mur. Je me suis levé doucement et suis allé à la cuisine. Le carrelage était froid sous mes pieds. Je me suis versé une tasse de café, noir comme toujours, et je me suis assis à la table où j'avais étalé les papiers de Maxime la veille au soir. La lumière du jour rendait tout plus clair, moins dramatique, plus honnête. Je n'étais pas en colère. Cela m'a surpris. Ce que je ressentais était quelque chose de plus proche de la clarté, le genre qu'on obtient après un long trajet. Quand on voit enfin le panneau de sortie qu'on attendait. J'ai rouvert la chemise cartonnée. Carte grise, à mon nom, propre et nette. Avis d'échéance d'assurance, mon adresse, mon numéro de contrat. Forfait téléphonique, compte famille, 5 lignes, la mienne payant pour toutes. Contrat du box de stockage, ma signature, mon compte chèque. Bail de l'appartement, avenant, moi listé comme garant solidaire, la partie responsable. Ce n'était pas une seule grosse chose. C'était la mort par 1000 petits prélèvements mensuels. J'ai repensé aux années passées. Les excuses avaient toujours semblé raisonnables sur le moment. Juste le temps qu'il se remette sur pied. Juste le temps que sa situation bancaire s'améliore. Juste le temps que les choses se tassent. Elles ne se sont jamais tassées. Vers 10 heures, j'ai enfilé une veste et j'ai conduit jusqu'au café de la gare. Le parking était à moitié vide, des plaques de neige sales entassées sur les bords. À l'intérieur, ça sentait le vieux café et le produit pour le sol. Le barman m'a fait un signe de tête. Je l'ai salué et j'ai pris place à une table près de la fenêtre. Gérard est arrivé quelques minutes plus tard. Sa démarche était lente mais assurée. Un ancien délégué syndical aux cheveux blancs coupés ras, des mains comme des parpaings. C'était le genre de gars qui pouvait faire taire une salle juste en se raclant la gorge. « T'as une sale tête » a-t-il dit en se laissant tomber sur la chaise en face de moi. « Je me sens mieux que j'en ai l'air » ai-je répondu. Il a haussé un sourcil. « C'est nouveau, ça. » Je lui ai raconté le dîner, le mot « minable », Chantal fixant son eau comme si c'était plus sûr que de me regarder. Gérard n'a pas interrompu. Il a juste écouté, les doigts enroulés autour de sa tasse. Quand j'ai fini, il a hoché la tête une fois. « Tu sais pourquoi ça a fait si mal ?»« Parce que c'était vrai, ai-je dit en plaisantant à moitié. »« Non, a-t-il dit. Parce que tu as contribué à lui apprendre qu'il pouvait le dire. » Ça a atterri lourdement. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je ne veux pas tout faire exploser. Gérard s'est adossé. Alain, tu ne parles pas de tout faire exploser. Tu parles de sortir de la zone de déflagration. J'ai expiré. Si j'arrête de payer, il va tomber de haut. Gérard a croisé mon regard. Tu ne le punis pas. Tu arrêtes de dissimuler la vérité. Il y a une grande différence entre être cruel et refuser de maintenir quelqu'un dans le confort pendant qu'il te manque de respect. J'ai laissé ça reposer un moment. Et Chantal, ai-je demandé. Gérard a haussé les épaules.
Elle devra décider si son silence est de la loyauté ou de la lâcheté. Sur le trajet du retour, ces mots sont restés avec moi, arrêtez de dissimuler. C'est à ça que ça ressemblait. Comme si j'avais lissé des fissures qui avaient besoin d'être vues. Je n'ai rien fait ce jour-là. C'était important pour moi. Pas de réaction impulsive, pas d'appel téléphonique dramatique. Je suis allé au supermarché, j'ai fait le plein de la voiture, je suis rentré et j'ai plié le linge comme n'importe quel autre samedi. Chantal m'observait attentivement, comme si elle sentait que quelque chose avait changé mais ne voulait pas demander. Ce soir-là, elle a dit, tu es bien calme. J'ai failli rire. Calme. C'était un comble. Je réfléchis, ai-je dit. Elle a hoché la tête. À propos d'hier soir? À propos de beaucoup de soirs, ai-je dit. À propos de ce dont je suis responsable et de ce dont je ne le suis pas. Sa mâchoire s'est crispée. Alain, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Maxime est déjà en difficulté. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Moi aussi. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Silence à nouveau. Je suis allé me coucher tôt. Le sommeil n'est pas venu facilement. Dimanche matin, je me suis rassis à la table de la cuisine avec un bloc-notes et j'ai commencé à écrire. Pas comme une liste noire, mais comme une liste de contrôle. Date, numéro de compte, ce qui nécessitait un préavis, ce qui nécessitait des signatures, ce qui m'appartenait de décider. Je n'étais pas en colère. J'étais méticuleux. J'ai envoyé un seul message à Maxime. Justin. Salut, à partir du mois prochain, je ne couvrirai plus l'assurance auto ni le forfait téléphone. Je te donnerai les dates exactes pour que tu puisses faire le changement. Ce n'est pas une dispute, juste une information. Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai envoyé un autre message à Chantal, en copie. Je pose des limites concernant les finances. J'ai besoin que tu saches que ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de respect. Celui-là est resté non lu pendant des heures. Dans la soirée, Maxime a enfin répondu, sérieux. J'ai tapé en retour, oui. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Waouh, je vois où je me place. J'ai fixé l'écran, attendant le pincement familier de la culpabilité. Il n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de stable s'installer dans ma poitrine. Pas exactement du soulagement, plutôt un alignement. Mes actions s'alignaient avec ce que j'avais avalé pendant des années. Cette nuit-là, Chantal a essayé une dernière fois. Tu surréagis, a-t-elle dit depuis l'encadrement de la porte de la chambre. Il ne le pensait pas comme ça. Je n'ai pas levé les yeux de mes lacets de bottes. Il a dit exactement ce qu'il pensait. Elle a croisé les bras. Tu vas humilier cette famille. Je me suis levé. Non, je vais arrêter de faire semblant. Elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger. Peut-être que j'en étais un. Quand je suis parti pour ma tournée de nuit, l'air dehors était vif et pur. J'ai pris une profonde inspiration avant de monter dans le camion. La lumière de l'habitacle s'est allumée puis éteinte. Alors que je m'engageais sur la route, mon téléphone a vibré. Un texto de Maxime. Si tu fais ça, ne t'attends pas à ce que maman te pardonne. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone face contre terre dans le porte-gobelet. Pour la première fois depuis des années, je conduisais dans la nuit sans porter le poids de quelqu'un d'autre. Et je savais au fond de moi qu'une fois que j'aurais arrêté de payer pour l'illusion, la vérité allait devenir bruyante. Lundi est arrivé, gris et silencieux, le genre de matin d'hiver où le ciel semble ne pas avoir encore pris sa décision. J'ai dormi quelques heures après ma tournée, puis je me suis réveillé au son de Chantal bougeant dans la maison, ouvrant et fermant les placards un peu plus fort que nécessaire. Je n'ai rien dit. Elle non plus. À midi, j'étais de retour à la table de la cuisine avec mon bloc-notes. J'avais dormi dessus, je l'avais repassé 2 fois dans ma tête, et maintenant il était temps de faire la partie ennuyeuse, la partie qui compte vraiment. Ce n'était pas une vengeance. C'était une procédure. Le premier appel était pour la compagnie d'assurance. J'étais chez eux depuis plus de 20 ans, assez longtemps pour que la femme au bout du fil reconnaisse mon nom. Monsieur Mercier, a-t-elle dit en tapant sur son clavier. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui?
J'ai besoin de retirer un véhicule de mon contrat, ai-je dit. Effectif au prochain cycle de facturation. J'aurai aussi besoin d'une confirmation écrite par email. Pas de problème, a-t-elle dit. Juste pour confirmer, c'est la berline de 2020 ? C'est celle-là. Elle a marqué une pause. Ce véhicule est actuellement conduit par votre beau-fils. J'ai dit, je vais le notifier. Très bien, a-t-elle dit d'un ton professionnel. Vous êtes tout à fait dans votre droit. Cette phrase, dans votre droit, ressemblait à une petite main sur mon épaule. Ensuite, le forfait téléphonique. Même chose. Pas de cris, pas de discours, juste des dates et des confirmations. J'ai demandé l'heure exacte de la fin du service pour que Maxime ne puisse pas prétendre que je l'avais pris au dépourvu. Puis le box de stockage. J'y suis allé en personne, le vent traversant ma veste alors que je traversais le parking. Le gérant était un jeune homme aux yeux fatigués. Je lui ai montré ma carte d'identité et le contrat. Je dois planifier une fenêtre d'accès supervisée pour l'utilisateur secondaire, ai-je dit. Et après ça, je veux que le code du cadenas soit changé. Il a hoché la tête. Ça arrive tout le temps. Ça m'a surpris, tout le temps. En milieu d'après-midi, ma liste était à moitié cochée. Je me sentais épuisé, mais pas malade à l'estomac comme je l'avais prévu. C'était plutôt comme si j'avais passé la journée à nettoyer un garage. Poussiéreux, fatigant, mais un travail honnête. Maxime a finalement appelé vers 16 heures. C'est quoi ce bordel, a-t-il claqué. Mon assurance vient de m'envoyer un mail. Je t'avais dit que je donnerais un préavis, ai-je dit. Tu me fous dans la merde, a-t-il dit. Tu sais que j'ai besoin de la voiture pour le boulot. Tu as besoin d'une assurance pour la conduire, ai-je dit. Cette partie n'est plus de mon ressort. Tu fais ça pour me punir. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé une éraflure sur le mur de la cuisine. Je fais ça parce que j'ai fini de payer pour des choses pour lesquelles je me fais manquer de respect. Il y eut un moment de silence. Puis il a ri, un rire sec et amer. Waouh, alors tu choisis vraiment ce combat. Non, ai-je dit. Tu l'as choisi quand tu m'as traité de minable. Il a juré et a raccroché. Je suis resté assis là un moment, le téléphone toujours dans ma main, le cœur battant plus fort que je ne l'aimais. C'était là, la partie que je redoutais, le moment où le doute essaie de s'infiltrer. J'ai failli le rappeler. Failli. Au lieu de cela, j'ai pris la dernière chose sur ma liste, le bail de l'appartement. Celui-ci a pris plus de temps. J'ai appelé l'agence immobilière et expliqué que j'étais un garant qui devait se retirer selon les termes du contrat. La femme m'a envoyé un formulaire par mail et m'a expliqué le processus. Il devra se qualifier seul ou fournir un nouveau garant, a-t-elle dit. Jusque-là, nous émettrons un avis. Compris, ai-je dit. J'ai imprimé l'email et l'ai glissé dans la chemise avec le reste. Ce soir-là, Chantal a enfin parlé. Tu l'as vraiment fait, a-t-elle dit, debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Je suis en train de le faire, ai-je corrigé. Elle a secoué la tête. Il m'a appelé en pleurant, Alain. Je l'ai regardé. A-t-il mentionné ce qu'il m'a dit? Elle a détourné le regard. Tu sais comment il devient quand il est stressé. Moi aussi, ai-je dit. Sauf que moi, je n'ai pas de passe-droit pour ça. Sa voix est montée. Tu le fais paniquer. J'ai gardé la mienne basse. Il a 26 ans. Elle m'a fixé comme si elle ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'elle ne me reconnaissait pas. Cette nuit-là, la panique de Maxime a commencé à se manifester par morceaux. D'abord, un SMS, mon patron dit que je suis encore en retard parce que je n'ai pas de moyen de transport. Puis un autre, le garde-meuble dit que je n'ai que 2 jours pour récupérer mes affaires. Puis, t'es content maintenant? Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était l'agence immobilière. Monsieur Mercier, a dit la femme, votre beau-fils n'a pas rempli les conditions de requalification. Nous avons émis un avis d'expulsion. Je vous tiens juste informé. Merci, ai-je dit. Ce même après-midi, j'ai vu la voiture de Maxime garée de travers dans notre allée, un avis orange vif coincé sous l'essuie-glace. Défaut d'assurance. Je ne me suis pas senti suffisant quand je l'ai vu.
Je me suis senti fatigué. Plus tard ce soir-là, Chantal s'est assise au bord du lit et a dit doucement, « Tu n'étais pas obligé de laisser les choses aller aussi loin. » J'ai éteint la lampe. C'est allé aussi loin il y a longtemps. J'ai juste arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Une semaine après le dîner, les conséquences ont fini de s'aligner. Maxime a perdu son emploi. Rien de dramatique, juste une politique de présence et aucune excuse acceptée. La voiture avait disparu le matin, remorquée légalement par la fourrière après être restée non assurée sur la voie publique. Son téléphone s'est éteint. Le box de stockage verrouillé. Pas de boulot, pas de voiture, pas d'endroit où vivre. Je me tenais à l'évier de la cuisine ce matin-là, regardant la vapeur monter de mon café, et j'ai senti quelque chose se tordre dans mes tripes. Pas du regret, pas de la satisfaction. De la responsabilité. Puis le courrier est arrivé. Parmi les prospectus et les factures se trouvait une enveloppe recommandée à mon nom, logo de la banque dans le coin. J'ai signé l'accusé de réception, je l'ai posé sur la table et j'ai fixé l'enveloppe. Je n'avais pas ouvert de nouveau compte depuis des années. J'ai brisé le sceau et lu la première ligne. Nous vous contactons concernant une activité récente sur votre compte. Ma poitrine s'est glacée parce que, quoique Maxime ait perdu cette semaine, j'avais le sentiment désagréable que j'étais sur le point d'apprendre quelque chose. Il n'avait pas été le seul à dépenser mon nom comme si c'était le sien. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Je suis resté là à la table, les doigts posés sur le bord du papier comme s'il pouvait me mordre si je bougeais trop vite. Chantal était sous la douche. La maison bourdonnait comme elle le faisait toujours. Réfrigérateur, chaudière. Le tic-tac faible de l'horloge murale. Des sons ordinaires, le genre qui signifie généralement que tout va bien. J'ai ouvert l'enveloppe avec mon pouce et j'ai sorti la lettre. C'était de notre banque, le Crédit Agricole. Poli, professionnel, le genre de langage qui prétend que rien ne va mal tout en disant calmement que tout va mal. Il me contactait à propos d'une activité récente sur un compte à mon nom. Une ligne de crédit magasin ouverte il y a 3 mois. Plafond atteint, paiement en retard. Je me suis assis. Je l'ai relu, plus lentement cette fois. Les dates correspondaient aux nuits où j'étais sur la route. Les nuits où Chantal disait qu'elle était juste fatiguée. Les nuits où Maxime s'organisait. J'ai vérifié les petits caractères. La demande comportait mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, mon numéro de téléphone, mais pas ma signature. Mes mains ont finalement commencé à trembler. Quand Chantal est entrée dans la cuisine, une serviette enroulée autour de ses cheveux, elle a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est arrêtée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. J'ai fait glisser la lettre sur la table. Elle l'a prise, l'a parcourue, puis m'a regardé comme si je venais de l'accuser de quelque chose d'innommable. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je demande, ai-je dit. Elle a soupiré et a posé la lettre. Alain, ne tire pas de conclusion hâtive. À qui est cette carte de crédit magasin, Chantal ? Elle a hésité. Juste une fraction de seconde, mais après des années à transporter du fret, j'avais appris à repérer une pause qui comptait. Ce n'est rien, a-t-elle dit. Maxime avait besoin d'aide. Juste quelque chose pour le dépanner. Tu as utilisé mon nom. Elle a croisé les bras. Tu l'aides toujours. Je me suis levé. Mes genoux semblaient faibles, mais pas ma voix. Aider ne signifie pas mentir. Aider ne signifie pas ouvrir des comptes dans mon dos. Elle a regardé le sol. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Cette phrase a atterri plus lourdement que n'importe quelle insulte que Maxime m'avait lancée. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Elle l'a répété plus doucement, comme si ça arrangeait les choses. Tu ne dis jamais non. Quelque chose s'est cassé alors. Pas fort, pas dramatique, juste une rupture nette à l'intérieur de ma poitrine. Alors c'est ça, ai-je dit. C'est ce que mon silence m'a acheté. Elle a finalement croisé mon regard. Alain, ne rends pas ça plus gros que ça ne l'est. J'ai ri une fois, un rire sec et laid. Tu ouvres des crédits en mon nom. C'est juste une carte, a-t-elle dit. On peut la rembourser. Ce mot encore. J'ai pris mes clés. Je sors. Où vas-tu ? M'assurer qu'il n'y a pas d'autre surprise, ai-je dit.
J'ai conduit jusqu'à la banque, les mains serrées sur le volant. Le ciel était bas et blanc, le genre qui pèse sur vous. À l'intérieur, ça sentait le nettoyant pour tapis et l'encre d'imprimante. Je me suis assis avec une conseillère nommée Denise, qui avait à peu près mon âge, et qui n'a pas bronché quand je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Elle a sorti mon dossier, les sourcils froncés. Il y en a plus d'un, a-t-elle dit doucement. Mon estomac a chuté. 2 cartes de magasin, un prêt personnel à court terme, tous ouverts dans les 6 derniers mois, tous liés à mes informations. Je n'ai autorisé aucun de ceux-là, ai-je dit. Je vous crois, a-t-elle dit. Nous voyons cela souvent. Des situations familiales qui font plus mal que les chiffres. Elle m'a guidé à travers les étapes. Dépôt de plainte pour fraude, gel bancaire. Rien de tapas accent grave-l'œil, juste un travail lent et minutieux pour arrêter l'hémorragie. Quand je suis rentré, Chantal m'attendait. Tu fais vraiment ça, a-t-elle demandé les yeux écarquillés. Appelez ça de la fraude? J'appelle ça par son nom, ai-je dit, et je l'arrête. Sa voix s'est brisée. Tu vas le ruiner. J'ai secoué la tête. Tu lui as déjà appris que c'était acceptable. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que j'avais besoin d'espace pour penser sans que quelqu'un m'explique ma propre vie. Le lendemain, j'ai trouvé les messages. Je ne fouillais pas. Sa tablette s'est allumée sur la table basse quand une notification est arrivée. J'ai vu mon nom dans l'aperçu. Alain couvrira ça. Il le fait toujours. C'était de Chantal à Maxime, daté d'il y a des mois. Je n'ai pas lu plus loin au début. Je suis juste resté assis là, la tablette brillant dans mes mains, sentant comme si j'avais reçu un coup de poing quelque part profond. Quand j'ai fait défiler, c'était pire. Ne t'inquiète pas pour le loyer ce mois-ci. Mets-le juste sur la carte au nom d'Alain. Il déteste les conflits. Il ne dira rien. J'ai reposé la tablette très soigneusement. Quand Chantal est rentrée du travail, j'étais assis à la table. La chemise cartonnée était ouverte devant moi. Les lettres de la banque, les relevés, les messages imprimés. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Tu as lu mes messages, a-t-elle dit. Tu as utilisé mon nom, ai-je dit. Nous étions là, la distance entre nous plus large que la pièce. Je protégeais mon fils, a-t-elle dit. Et qui me protégeait, moi, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Ce fut le moment où j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière silencieux possible. Aucune quantité de « prendre sur soi » ne réparait ce qui avait été fait en silence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je lui ai dit exactement ce qui allait se passer. Je sépare nos finances, ai-je dit. Je gèle mes crédits. Je documente tout. Et j'ai fini de couvrir Maxime. Son visage est devenu pâle. Tu vas nous humilier. J'ai secoué la tête. Je n'humilie personne. J'ai fini de mentir. Elle s'est effondrée dans une chaise. Tu choisis ça plutôt que ta famille. J'ai pris le dossier et je l'ai fermé. Non, je me choisis moi. Pour la première fois cette nuit-là, je ne me sentais pas fort. Je me sentais vide, comme une maison après une tempête, toujours debout mais mise à nu jusqu'aux poutres. Mais je ressentais aussi autre chose, une certitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. La prochaine étape ne serait pas privée. Et la vérité, une fois qu'elle aurait de la place pour respirer, allait parler d'elle-même. La salle paroissiale de Saint-Marc se trouvait derrière l'église en briques rouges, comme toujours, plafond bas, murs beige, tables pliantes alignées bout à bout. Les dimanches comme celui-ci, elle se remplissait de cocottes et d'assiettes en carton, et de gens qui se connaissaient depuis assez longtemps pour arrêter de faire semblant. C'était le genre d'endroit où la vérité ne résonnait pas en écho. Elle se posait simplement. Chantal a insisté pour que nous y allions. Elle a dit que ça ferait mauvais genre si nous n'y étions pas. Un repas caritatif pour la réfection du toit. Tout le monde de son côté de la famille serait là. Les voisins aussi. Des gens du travail. Des gens qui souriaient et hochaient la tête et pensaient nous connaître. J'ai accepté d'y aller parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Je n'avais plus peur de ce que les gens penseraient. La salle sentait le bœuf bourguignon et le jambon cuit. Quelqu'un avait apporté des œufs mimosa, du café infusé dans de grands percolateurs en métal qui sifflaient doucement.
Le bourdonnement des conversations remplissait la pièce, brisé de temps en temps par des rires. Maxime était déjà là quand nous sommes entrés. Il se tenait près de la longue table du buffet, épaules tendues, mâchoires serrées, parlant vite à quiconque voulait bien l'écouter. Je pouvais entendre mon nom flotter dans l'air, porté sur le fil de l'accusation. Cet homme a tout pris, disait-il, m'a laissé sans rien, sans avertissement, m'a juste coupé l'herbe sous le pied. Les gens hochaient la tête. Certains semblaient mal à l'aise. Quelques-uns jetaient un coup d'œil dans ma direction. Chantal restait près de moi, sa main planant près de mon bras comme si elle allait l'attraper si je m'enfuyais ou si je parlais. Maxime nous a vus et son visage s'est illuminé, pas de soulagement, mais d'une colère aiguisée par la présence d'un public. « Le voilà », a-t-il dit fort. « Monsieur responsable. » La salle sait-tu sans que personne ne le veuille vraiment. C'est comme ça que ça se passe dans les petits endroits. Les gens arrêtent de mâcher. Ils arrêtent de faire teinter leurs fourchettes. Ils attendent. Tu veux expliquer à tout le monde pourquoi tu as gâché ma vie, a exigé Maxime. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé la chemise cartonnée sur la table la plus proche. Simple. Pas d'étiquette, pas de drame. Je n'ai rien gâché, ai-je dit. Mais si tu veux en parler, on peut. Maxime a ri amèrement. Oh, maintenant tu veux parler? Oui, ai-je dit, maintenant. Il a écarté les bras. Il a pris ma voiture, mon téléphone, m'a fait virer de mon appart. J'ai perdu mon boulot à cause de lui. J'ai hoché la tête une fois. Tu as perdu ton boulot parce que tu ne t'es pas présenté à l'heure. Cela a provoqué quelques murmures. Chantal a bougé à côté de moi. Alain. J'ai levé une main, pas pour l'arrêter, mais pour me stabiliser. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies. Propres, nettes, le genre de paperasse avec laquelle personne ne discute longtemps. J'ai fait glisser la première page pour qu'elle soit face à la table. Ceci est la carte grise, à mon nom. Puis une autre. Contrat d'assurance, aussi à moi. Un autre forfait téléphonique. Je l'ai payé chaque mois. Le visage de Maxime a rougi. Tu déformes tout. J'ai gardé ma voix égale. Ceci est le contrat de stockage, ma signature. Quelqu'un près du fond s'est raclé la gorge. Et ceci, ai-je dit en posant le dernier jeu de papier, et l'avenant au bail. Je me suis porté garant parce que ton dossier ne passait pas. La voix de Maxime s'est brisée. Et alors, tu m'as aidé. Tu n'as pas le droit de tout retirer d'un coup. Je l'ai regardé, puis vraiment regardé. Pas le gamin en colère, celui effrayé en dessous. Je n'ai rien retiré, ai-je dit. J'ai donné un préavis. J'ai suivi les contrats. J'ai arrêté de payer pour des choses qui n'étaient pas à moi de porter. C'est un mensonge, a-t-il crié. Tu l'as fait pour me faire du mal. J'ai pris une inspiration. Je l'ai fait parce que tu t'es tenu de l'autre côté d'une table de restaurant et tu m'as traité de minable. Et ta mère n'a rien dit. Tous les yeux dans la salle ont glissé vers Chantal. Elle s'est figée un instant. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Maxime s'est tourné vers elle. Maman. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, le même silence qu'elle m'avait donné au Buffalo Grill. Ce silence parlait plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Sur le côté de la salle, Thierry, le père de Maxime, a laissé échapper un petit rire sec. C'est ridicule, a-t-il dit. Les affaires de famille ne devraient pas être étalées comme ça. Je me suis tourné vers lui. Alors peut-être que les affaires de famille ne devraient pas impliquer l'ouverture de compte de crédit à mon nom. Ça a fait mouche. La salle est devenue complètement silencieuse. La tête de Chantal a claqué vers le haut. Alain. J'ai fait glisser un document de plus vers l'avant. Ceci est un compte de crédit magasin ouvert sans mon autorisation. Et ceci en est un autre. Et un prêt à court terme, tous liés à mes informations. Maxime a fixé les papiers comme s'ils pouvaient s'enflammer. Thierry a fait un pas en arrière. Je ne veux rien avoir à faire avec ça, a-t-il marmonné. La voix de Chantal tremblait. Tu n'avais pas besoin d'apporter ça ici. Je l'ai regardé. Tu l'as apporté ici le jour où tu as choisi le silence plutôt que la vérité. Maxime a frappé du poing sur la table.
Tu as tout gâché. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas approché. Je ne t'ai rien pris, ai-je dit. J'ai arrêté de faire semblant que c'était acceptable d'être manqué de respect. C'est tout. Le ronronnement des ventilateurs remplissait l'espace. La tasse de café de quelqu'un a cliqueté en étant posée trop fort. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé. Ils l'ont juste vu, lui. Chantal s'est effondrée sur une chaise comme si ses jambes avaient lâché. Maxime se tenait là, respirant fort, son histoire s'effondrant devant les gens dont il voulait la sympathie. J'ai fermé le dossier et je l'ai ramassé. J'ai fini, ai-je dit. Je suis sorti dans le froid. L'air de l'hiver m'a frappé le visage, vif et propre. Mon souffle faisait de la buée devant moi. Pour la première fois depuis des semaines, mes épaules sont retombées. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais fini. Derrière moi, la porte s'est ouverte. Des pas précipités. Alain, a dit Chantal, sa voix brisée. Attends. Je me suis retourné. Elle semblait plus petite dehors, plus vieille. Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça, a-t-elle chuchoté. J'ai croisé son regard. Je l'ai fait parce que le calme ne fonctionnait pas, son téléphone a vibré dans sa main. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. La panique s'est allumée sur son visage. C'est Maxime, a-t-elle dit. Il n'a nulle part où aller. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Alors que je marchais vers ma voiture, mon téléphone a vibré aussi. Un appel entrant. Chantal. Je n'ai pas répondu à l'appel tout de suite. Je suis resté près de ma voiture sur le parking de l'église, le froid s'infiltrant à travers les semelles de mes bottes, écoutant le téléphone vibrer jusqu'au silence dans ma main. La nuit était tombée vite, l'hiver du Nord faisant ce qu'il fait de mieux, transformant le souffle en brouillard et les pensées en quelque chose de tranchant. Quand j'ai finalement répondu, je n'ai pas dit allô. Alain, a dit Chantal. Sa voix était mince, tendue par la panique. Tu dois revenir. Il perd les pédales. Il dit qu'il n'a nulle part où aller. Je me suis appuyé contre le flanc de l'espace et j'ai regardé les fenêtres de la salle des fêtes brillant en jaune contre l'obscurité. Les gens étaient encore à l'intérieur, parlant encore, assimilant encore. Je ne reviens pas à l'intérieur, ai-je dit. Tu ne peux pas juste le laisser comme ça, a-t-elle dit. C'est ta famille. J'ai fermé les yeux un instant. Le mot « famille » signifiait autrefois quelque chose qui me gardait silencieux. Ce soir, il signifiait autre chose. Je ne le quitte pas, ai-je dit. Je ne le sauve tout simplement pas, elle a pris une inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ferai ce qui est raisonnable, ai-je dit. J'appellerai un hôtel Formule 1 et je paierai pour une nuit. Je lui donnerai le numéro d'un foyer en ville qui aide les jeunes hommes à se remettre sur pied. Je l'y conduirai même s'il veut. Mais je n'ouvre plus mon portefeuille. Pas comme avant. Il y eut un silence sur la ligne. Un vrai silence. Pas le genre derrière lequel elle se cachait d'habitude. Il a besoin de toi, a-t-elle finalement dit. J'ai ouvert la porte de la voiture et je me suis assis. L'odeur familière de café et d'huile me rattachait au sol. Non, ai-je dit doucement. Il a besoin d'apprendre à se tenir debout sans s'appuyer sur quelqu'un qu'il ne respecte pas, sa voix s'est brisée. Et moi? J'ai pensé à ça. Aux années de repas mangés dans le calme. Aux chèques faits sans un merci. Aux mots ravalés pour garder la paix. J'ai besoin d'honnêteté, ai-je dit. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas utilisé. Et pour l'instant, je n'ai pas ça avec toi. Elle a commencé à pleurer. Pas fort, juste assez pour me le laisser entendre. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. Et je le pense, mais c'est arrivé. Nous avons raccroché une minute plus tard. Pas de promesses, pas de cris. Juste la vérité, enfin dite à voix haute. J'ai conduit jusqu'à la maison, doucement, le chauffage ronronnant, la radio basse. Les routes étaient presque vides. La ville semble toujours plus petite la nuit, comme si elle retenait son souffle. Quand je me suis garé dans l'allée, la maison semblait la même que toujours. Lumière du porche allumée, rideau tiré. Mais quand je suis entré, je ne l'ai plus sentie comme la mienne.
Pas comme elle le devrait. J'ai préparé un sac de sport. Rien de dramatique. Des jeans, des chemises de travail, des affaires de toilette, les choses dont on a besoin quand on a fini de prétendre qu'un endroit nous convient. J'ai laissé un mot à Chantal sur le comptoir. Court, clair, pas de reproches. Je loge ailleurs pour un moment. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. On parlera quand on sera tous les deux prêts à dire la vérité. J'ai conduit vers l'est, passé des rues que j'avais empruntées 1000 fois, jusqu'à ce que les maisons se raréfient et que la rivière apparaisse. Une petite location se trouvait près de l'eau, vieille, étroite, rien de luxueux, mais c'était calme. Le propriétaire m'a tendu une clé et n'a pas posé de questions. Cette première nuit, je me suis assis au bord du lit et j'ai écouté l'endroit s'installer. Pas de bruit de télé, pas de pas, pas de téléphone vibrant avec l'urgence de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil traversant de fins rideaux. J'ai fait du café dans une tasse ébréchée que j'avais achetée dans une brocante en bas de la route. Je l'ai emporté dehors et je me suis assis sur la petite marche d'entrée, la vapeur montant dans l'air froid. La rivière bougeait lentement et régulièrement. Elle se fichait des disputes, de la paperasse ou de la fierté. Elle continuait juste d'avancer. Pour la première fois depuis des années, ma poitrine semblait légère. J'ai pensé à Maxime, en colère, effrayé, soudainement sans filet. J'espérais qu'il s'en sortirait. Vraiment. Mais je savais aussi que le sauver encore une fois ne lui apprendrait que la mauvaise leçon. J'ai pensé à Chantal, au silence qu'elle avait choisi, au moment dans la salle paroissiale où il s'était finalement retourné contre elle. Et j'ai pensé à moi, à toutes ces années où j'avais confondu être silencieux avec être gentil. Voici ce que j'ai appris. Le silence peut préserver la paix, mais il peut aussi apprendre aux gens comment prendre de vous sans conséquence. Les limites ne vous rendent pas cruel. Elles vous rendent honnête. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà ravalé des mots pour garder les choses calmes, si vous avez déjà payé le prix pour le confort de quelqu'un d'autre, prenez un moment et demandez-vous qui vous protège, vous. Si cette histoire vous a semblé familière, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires sur comment trouver sa colonne vertébrale plus tard dans la vie, vous savez où me trouver.